Bienvenue dans Fil Directeur, le podcast qui explore le métier de directrice et directeur d'hôpital autrement. Nous sommes la promotion des élèves directrices et directeurs Madeleine Riffaut et nous avons voulu créer un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour de l'innovation à l'hôpital. Nous sommes donc partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour réinventer l'hôpital. Professionnels de santé, chercheurs, cadres, patients, usagers, directeurs, leur voix dessine une vision nouvelle, humaine et audacieuse de l'hôpital. Ces voix, nous les avons réunies pour mieux comprendre comment se construit sur le terrain un hôpital plus juste, plus agile, au service des patients. Fil directeur, c'est un chemin, un lien entre les idées et les actions, un fil rouge qui relie l'engagement individuel aux transformations collectives. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Sérieusement, je suis pas certaine qu'on puisse innover à l'hôpital. L'innovation, c'est l'affaire de tous. Encore une jolie phrase pour l'innovation, ça. Juste, on n'a pas le choix. Il faut innover. Innover, c'est penser demain. Qu'est-ce que tu as vu, toi, concrètement ? C'est bon pour le patient, c'est bon pour le personnel, c'est bon pour les établissements. Il faut absolument en faire. C'est quoi l'innovation ? Bonjour à tous, je suis Cécile Abella, élève directrice d'hôpital, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'innovation au CHU de Nantes. Là-bas, l'innovation, c'est faire émerger les envies. C'est accompagner un changement de culture au service du patient. Ce n'est pas seulement créer des outils ou des espaces. C'est avant tout donner aux soignants, aux chercheurs, aux équipes, la confiance et les moyens d'oser proposer, tester et transformer. Avec la fabrique de l'innovation en santé, le CHU de Nantes a fait un pari, celui de mettre l'acculturation et la collaboration au cœur de sa stratégie. Dans cet épisode, on va comprendre comment on embarque 14 000 professionnels dans cette dynamique. Et pourquoi c'est peut-être là que tout commence. Bonjour, Aude Martineau, directrice adjointe de la recherche et de l'innovation au CHU de Nantes. La direction de la recherche et de l'innovation au CHU de Nantes, c'est 500 personnels, 5 départements, dont, non mais je les aime tous pareil, mais mon préféré, le département innovation et développement, dont Étienne est le responsable. Bonjour, Étienne Melgebar, je suis responsable du département innovation et développement. Donc, je dirige une petite équipe d'une quinzaine de personnes dédiées à l'accompagnement des projets d'innovation qui viennent du CHU et qui viennent également des entreprises. Enchantée à tous les deux. Je voulais pour commencer vous demander en quelques mots ce que vous faites, mais surtout ce que l'innovation représente pour vous au quotidien. Au quotidien, j'anime les équipes de la direction de la recherche et de l'innovation. Donc, bien sûr, accompagner tous les projets de recherche qui sont promis ou auxquels les équipes du CHU participent. Et il y a également mettre en œuvre la stratégie innovation vue par le directeur général, pour lequel, avec le département d'Étienne, on mobilise au quotidien. Sur l'enjeu peut-être de l'innovation et pourquoi on fait de l'innovation à l'hopital, il y a un enjeu majeur de faire de l'innovation et de structurer un département innovation dans un hôpital, c'est évidemment la question de l'attractivité. Et puis il y a un autre enjeu également autour de la création de valeur, puisqu'on vient développer un portefeuille de projets qui, pour certains, on l'espère, vont être valorisés, soit en interne, en intégrant une nouvelle pratique, un nouvel usage à l'hôpital, ou être valorisés via la création d'entreprise ou du transfert vers une entreprise. Donc il y a un enjeu autour des départements d'innovation, de création de valeur, dans une démarche d'ouverture du CHU sur son écosystème, à la fois institutionnel, public, notamment avec l'université et les écoles, sur l'enjeu d'enseignement particulièrement et de recherche, mais aussi un enjeu de travailler mieux avec l'industrie et les entreprises qui développent des solutions innovantes. Peut-être compléter les propos d'Étienne en disant que l'innovation, c'est un peu un état d'esprit quand même, qu'aujourd'hui, l'environnement hospitalier, c'est un environnement qui est extrêmement exigeant et en même temps en mutation perpétuelle, complexe, pointu, et que je pense que notre enjeu, c'est vraiment de révéler ce potentiel. C'est quelque chose de peut-être invisible pour les usagers, cette fois, si on se positionne d'un point de vue usager, c'est l'accès à des innovations qui améliorent la qualité de la prise en charge. On parle beaucoup de dispositifs médicaux et notamment d'intelligence artificielle. Améliorer notre prise en charge passe par l'acquisition et l'évaluation de ces solutions innovantes pour que dans quelques années, on puisse avoir des solutions qui ont été éprouvées, qui ont été testées, dont on a évalué l'ergonomie, l'efficacité, à la fois pour les usagers patients, mais aussi pour les usagers, cette fois-ci soignants. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Est-ce que c'est dans ce contexte que la Fabrique à l'innovation en santé est née ? Quels sont les objectifs du coup qu'elle poursuit aujourd'hui et en quoi le bâtiment Gina s'intègre dans la démarche ? Peut-être
revenir un peu sur l'histoire de la fabrique. La fabrique de l'innovation, elle est née d'une volonté du CHU soutenue par l'écosystème local et plus particulièrement Nantes Métropole et Nantes Université de vraiment poser l'innovation en santé comme un vrai marqueur du CHU mais aussi du territoire. Cette volonté, je pense qu'elle est née, on a commencé aussi à l'évoquer avec Étienne, d'une conviction profonde que l'hôpital est à la fois un terreau d'innovation mais aussi un concentré finalement d'expertise qui peuvent nous aider à faire la preuve de la pertinence des innovations en santé. Alors, il y a une image qu'on aime bien à Nantes, parce qu'il y a une statue de Philippe Ramette à Nantes qui s'appelle l'éloge du pas de côté. Donc nous, on aime bien, on veut provoquer le pas de côté chez nos agents hospitaliers, mais encore faut-il pouvoir l'équiper. C'est ce qu'on essaye de faire avec la fabrique de l'innovation en santé. Donc si on simplifie un peu le message, la fabrique de l'innovation en santé a été pensée comme une offre de service, donc des outils qu'on met à disposition de tous les porteurs d'innovation. Et donc, on avait besoin d'être visible et de développer cette offre de service complètement intégrée sur toute la chaîne de valeur d'innovation. Ça, c'est important dans notre objectif de création d'offres de service. On voulait pouvoir accompagner les projets à n'importe quel stade de maturité. Il y a 4 grandes étapes, hein. Il y a la partie idéation, donc comment on transforme un besoin médical non satisfait ou un besoin en innovation non satisfait en une idée. Comment on transforme ensuite une idée en des premiers prototypes. Donc ça, c'est la deuxième phase, qui est l'étape de prototypage. Il y a une troisième phase qui est l'étape d'évaluation ou d'expérimentation, où là, on vient tester ce prototype dans la vraie vie. Et puis enfin, et c'est le cœur de métier d'innovation, c'est d'intégrer ces nouveaux usages, ces nouveaux process, ces nouveaux outils dans la pratique. Et donc, la fabrique de l'innovation en santé est assez unique dans le sens où elle accompagne ces projets sur toute cette chaîne de valeur que je viens de décrire. Donc ça, c'est des dispositifs horizontaux qui accompagnent les projets de manière horizontale. Et puis, on a dans cette offre de service des outils que l'on met à disposition à n'importe quel stade de maturité des projets. C'est notamment le cas de Gina, qui est un lieu dédié à l'innovation, un plateau technique pour faire de l'innovation. Dans notre stratégie, c'est important d'avoir un outil qui incarne cette stratégie et cette offre de service. Parce que vous allez voir des agents hospitaliers, vous leur parlez d'offre de service, c'est pas très clair, c'est pas très pragmatique. Par contre, si vous leur dites maintenant on fait de l'innovation et c'est un lieu pour faire de l'innovation, ça devient beaucoup plus concret. Pourquoi on a décidé aussi d'avoir un lieu qui non pas dans l'environnement hospitalier, on veut sortir et extraire ces innovateurs de leur quotidien, de leur pratique, pour stimuler leur créativité, pour s'affranchir de toutes les règles qui peuvent y avoir dans leur service et favoriser l'émergence de projets en lien avec les entreprises, puisque dans le GINA, qui est un lieu mis à disposition par la métropole, qui fait partie d'un archipel de bâtiments qui s'appelle Station S. Et donc au sein de GINA, on aura un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs et de startups qui vont venir s'installer. Et donc là, on aura un lieu parfait d'hybridation et de création de rencontres entre le monde de l'entreprise, des startups et puis les besoins de terrain par les agents hospitaliers qui viendront, dans une démarche volontaire, faire de l'innovation dans ce lieu-là. Donc du coup, justement, vous parliez des professionnels que vous accompagnez. Acculturer 14 000 professionnels à l'innovation, c'est un défi colossal. Comment on s'y prend concrètement? Aujourd'hui, on acculture les innovateurs un par un, j'allais dire, au gré et au fil de nos actions. On a évidemment des actions de terrain, ça c'est très important, c'est la première étape. C'est d'aller voir les services et donc on a mis en place des choses très simples, très pragmatiques comme des cafés de l'innovation où on essaye d'aller dans un service le plus régulièrement possible. On vient parler de manière très simple et puis on organise tout au long de l'année des événements pour parler d'innovation et pour faire de l'innovation. Je peux vous citer un exemple. On organise tous les ans en partenariat avec les écoles du site nantais le Hacking Health, où l'objectif là est de venir proposer à des étudiants de tout profil des cas d'usage hospitalier, des irritants du quotidien, des besoins médicaux non satisfaits qui sont mis à disposition de ces étudiants-là qui, pendant 2 jours, brainstorment et font des ateliers d'idéation, font du co-développement pour aller déjà dans l'imagination des nouvelles solutions sur ces cas d'usage. Donc ça, c'est une façon d'acculturer, vous voyez, c'est innovateur après innovateur. Et puis on lancera en 2026 un programme de formation et d'acculturation dont l'objectif est d'autonomiser les porteurs de projets d'innovation. Peut-être pour compléter les propos d'Étienne, moi j'aurais retenu peut-être 4 éléments un peu importants. Le premier qui rejoint un peu l'idée des cafés d'innovation, c'est démystifier. Je pense qu'il y a vraiment un élément important dans l'acculturation, c'est démystifier le terme d'innovation qui peut paraître un peu, voilà, c'est un peu hors de portée, moi j'ai jamais de bonnes idées. Voilà, donc déjà montrer que l'innovation, c'est pas un gros mot.
Après, il y a un sujet autour du donner à voir et de créer les possibles qui revient un peu au sujet du lieu totem, qui revient au sujet aussi des parcours inspirants. Étienne fait souvent ça, voilà, c'est de prendre, des professionnels qui auront réussi à mettre en œuvre, un des bouts de la chaîne qui est assez complexe pour, donner à voir et montrer que c'est pas non plus un truc qui est impossible. Et le dernier point, c'est donner du temps parce que, voilà, il y a le pas de côté, il y a le lieu, mais il faut le temps pour aller dans ce lieu et c'est aussi un autre angle sur lequel on travaille. Pour vous donner peut-être quelques chiffres, qu'aujourd'hui on anime une communauté des ambassadeurs innovation, donc c'est du personnel qui ont participé, qui ont qui ont participé aux événements que j'ai décrits, qui ont coporté ou porté des projets d'innovation. Donc on a aujourd'hui, un pool, une cohorte, un groupe d'innovateurs d'à peu près 300 individus, qui participent de près ou de loin à des projets d'innovation et sur lesquels on peut venir les solliciter, pour présenter leur parcours, pour aller diffuser un petit peu nos appels à projets, nos idées, pour diffuser la culture de l'innovation au sein des 14 000 professionnels. Donc là, on en parlait en détail un petit peu des moyens que vous donnez aux professionnels, à la fois sur la formation, mais vous disiez ce temps protégé, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le temps protégé innovation, c'est du temps, qu'on libère, sur une demi-journée ou une journée par semaine, sur des temps relativement courts de 6 mois à 1 an, où on vient en fait, adapter un congé innovation qui a été développé par l'université, dans le cadre du pôle universitaire d'innovation et que nous on décline à nos contraintes, hospitalières, hein et donc on a, sur des projets bien identifiés qui nécessitent, pour passer d'une étape à une autre, ont besoin, d'un peu de temps et nos professionnels ont besoin un peu de temps pour porter ces projets-là. Il y a du temps sanctuarisé aujourd'hui bien identifié, notamment sur du temps recherche. On n'a pas de temps sanctuarisé réellement aujourd'hui pour faire de l'innovation et donc c'est un trou dans la raquette, aujourd'hui dans nos stratégies et donc dans une stratégie de libération du temps, on est en train de mettre en place ce temps protégé innovation. Le deuxième élément, c'est la formation, qui a son propre modèle économique, qui permet aujourd'hui de libérer du temps à certains professionnels pour se former et donc c'est une autre stratégie de libération du temps. Et la troisième, ce sont les interstices, c'est-à-dire qu'on vient parler d'innovation, sans libérer du temps. On vient s'intégrer dans les pratiques du quotidien, un staff d'équipe par exemple, des services nous accueillent sur des temps, des moments, déjà sanctuarisés de leur quotidien. Donc là, il n'y a pas besoin de se libérer, du temps particulier. Est-ce qu'il y a peut-être une thématique ou des projets ou un sujet, en tout cas dans un domaine qui vous semble prometteur en ce moment? Peut-être faire part d'une initiative, nantaise. Faut dire qu'on a eu l'opportunité dans le cadre d'un projet de recherche de lancer un appel à projet interne, sur des cas d'usage potentiels d'une IA, générative souveraine. Je trouve que la démarche, est assez, le reflet de la stratégie qu'on a envie d'avoir, à savoir, voilà, on a fait un appel à candidature très large à tous les personnels de l'hôpital, quels que soient, les métiers. Est-ce que vous auriez des idées, voilà, dans votre pratique professionnelle où l'IA pourrait venir vous aider et nous, on va se charger de créer en fait cet algorithme qui fera comme ChatGPT. Et voilà, et on a eu combien? Cinquantaine de réponses, d'où voilà, ça montre bien qu'il y a de quoi faire. Du coup, on a aussi parlé des 4 phases précédemment du déploiement d'un projet. Qu'est-ce qui sont, selon vous, les leviers nécessaires pour une réussite? Aujourd'hui, ce qui est important pour faire de l'innovation à l'hôpital un véritable moteur et levier pour une institution, c'est, déjà avoir une stratégie claire. Je pense qu'il ne faut pas que l'innovation soit cosmétique, sinon ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens de faire de l'innovation et pas juste en faire un mot qu'on cite, voilà, parce que ça fait bien. Dans les clés de succès, il y a aussi l'idée d'avoir une gouvernance transversale qui embarque l'ensemble de l'établissement et qui n'est pas cantonnée à la seule direction de la recherche et de l'innovation, parce que sinon le risque, c'est vraiment qu'on fasse du silo et qu'en fait, à partir du moment où on parle d'innovation, les gens disent: «C'est pas un sujet, vous allez voir la direction de la recherche et de l'innovation». Et je pense que quand bien même l'expertise est aujourd'hui à la DRI, l'idée, c'est qu'elle soit vraiment ouverte sur l'ensemble de, l'hôpital et ça, je pense que c'est un vrai élément de succès. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment d'avoir des actions, à destination de tous, qui concourent vraiment à donner envie et à soutenir. Voilà un peu pour moi, les éléments clés. Ce qui est difficile avec l'innovation, c'est que il faut que ce soit à la fois organique, c'est-à-dire que ça parte du terrain et que ce soit d'initiatives terrain. Il faut que ce soit aussi soutenu, par une direction générale ou par une institution et c'est ce fin mélange, qui fait qu'une stratégie innovation, réussit et 2,
Je pense, un portefeuille de projets très bien sélectionné, très bien qualifié. Porter un projet d'innovation, c'est déjà un objectif. La finalité de ce projet-là n'est pas forcément le plus important. C'est plutôt le parcours, le chemin et le fait de sortir un petit peu de son quotidien, mobiliser des qualités de créativité, d'aller rencontrer d'autres personnels qui font la même chose. C'est ça qui est important et qui redonne un petit peu de baume au cœur à nos agents quand ils portent les projets, sans perdre de vue non plus cette fameuse création de valeur et le retour sur investissement de certains projets. Merci beaucoup pour toutes ces clés du coup de succès et de mobilisation du collectif. Et pour finir cet épisode, nous accueillons Perrine Suard, élève directrice d'hôpital en stage au CHU de Nantes. Dis-moi Perrine, pour toi l'innovation à l'hôpital, c'est quoi? J'aime bien reprendre les mots de Aude Martineau. Elle parlait de révéler le potentiel. C'est mettre un mot, le mot innovation, sur des pratiques managériales ou des innovations techniques qui peuvent paraître anodines, mais qui toujours... En fait, je pense que dans l'innovation, il y a cette idée d'amélioration, d'apporter du positif et parfois même de remettre du sens dans les activités des agents, du personnel. C'est l'occasion, l'innovation, je pense, de refaire ou de faire tout simplement travailler des gens ensemble qui n'ont pas forcément l'habitude. Du coup, Perrine, en quoi la démarche du CHU de Nantes t'inspire en tant que future directrice d'hôpital? En tant que future directrice, ça me donne envie de prendre une direction recherche-innovation. Et d'un autre point de vue, plus sur l'organisation, enfin en tout cas, qu'est-ce que l'innovation peut apporter dans un établissement? Ce serait cette idée de partir du terrain et faire remonter des idées à l'échelle le plus macro et en faire un projet collectif. Vous venez d'écouter un épisode de Fil Directeur, le podcast porté par la promotion des élèves directrices et directeurs d'hôpital Madeleine Riffaut. Merci à nos invités et merci à vous d'avoir partagé ce moment d'écoute. Si ce témoignage vous a inspiré, questionné ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode et à suivre les prochains sur votre plateforme d'écoute préférée. Fil Directeur, l'hôpital de demain, ça commence ici et ça continue avec vous. À très bientôt!